Je me présente rapidement, je m'appelle Gaspard Bachala. Je suis entrepreneur, coach business et consultant digital. J'ai un double diplôme, un diplôme d'ingénieur en informatique et un MBA entrepreneuriat et développement de projets innovants. Donc ça m'a permis vraiment, avant d'aller travailler avec la RDC, de travailler avec des structures ici en Europe, notamment Microsoft qui était client et partenaire, BNP Paribas Real Estate, La Poste, SNCF. J'ai pas mal travaillé avec des structures des CAC 40, okay, des sociétés qui sont voilà, qui font des millions, j'ai envie de dire des milliards. Puis j'ai commencé à accompagner des PME, jusque maintenant à me dire, mais tiens, comment je peux apporter mon expertise, ma plus-value à la RDC. Donc, vous savez, là, on parle d'inclusion, d'accord? On parle d'inclusion de la jeunesse par le digital, mais il faut se dire qu'on a raté quasiment toutes les révolutions en Afrique. Si je prends la RDC, on a raté toutes les révolutions en fait. Donc, en commençant par la vapeur, la machine à vapeur, en passant par celui qui a découvert l'ampoule, Thomas Edison, et jusqu'à ceux qui ont découvert, quand on parle du numérique, c'est-à-dire les microprocesseurs, nous n'y sommes pas en fait. Et là, on est en train de parler du digital, et il faut se dire qu'on a 50 ans, j'ai envie de dire un demi-siècle de retard. Pendant que nous, on est en train de voir des besoins secondaires, ils sont déjà dans les métaverses. Ils ont déjà des lunettes, ils sont déjà en train de vivre dans au-delà en fait. Mais nous, aujourd'hui, on s'intéresse à la jeunesse. Comment le digital peut aider justement ces jeunesses congolaises, ces jeunesses africaines à s'en sortir. L'autonomisation. On a dit la thématique d'aujourd'hui, c'est Tongamboka. Mais j'ai envie de dire tout Tongamboka. C'est-à-dire, nous, diaspora, et ceux qui sont en RDC, on travaille ensemble pour notre tout Tongamboka. Aujourd'hui, je ne vais pas donner beaucoup de chiffres. Je veux dire, je ne vais pas vous donner des statistiques que j'ai googliser, je vous donne plein de chiffres, non. Je vais vous faire simplement un retour d'expérience. C'est qu'entre 2011 et 2022, il y a eu de la sueur, il y a eu des sacrifices, et c'est ces retours d'expérience-là que j'ai envie de partager avec vous pour que ça puisse aider ceux qui sont dans la salle, aider ceux qui nous suivent aussi sur les réseaux sociaux, parce qu'on est retransmis justement via Multilive, pour comprendre que, en fait, la RDC a l'avenir et ça passera par la jeunesse. Donc ça, c'était juste pour vous brosser un peu le terrain, d'accord, de l'historique et de où est-ce que je suis en train de partir. Donc je disais qu'on a, en 10 ans, personnellement, j'ai pu impacter 700 jeunes. Vous pouvez applaudir, s'il vous plaît. J'ai bien dit merci. 700 jeunes. Quand je dis impacter, c'est-à-dire que je connais tous ces jeunes-là. J'ai pris un jeune, j'ai dit comment est-ce que, via mon expérience par rapport au digital, avec mon équipe, on peut le transformer. C'est-à-dire pour faire de ces jeunes-là soit un entrepreneur, soit un intrapreneur. L'entrepreneur, effectivement, vous avez compris. L'intrapreneur, c'est celui qui va travailler pour ces grosses structures ou même ces diasporas qui vont revenir au pays. Parce que vous voulez revenir au pays, mais vous avez besoin d'une jeunesse, non? Donc, on les a accompagnés. Au début, il nous fallait 3 ans. Alors, comment vous avez recruté ces jeunes, tout simplement? Et quels sont leurs profils? Alors, ces profils, je dirais, c'est du 80-20, ou même, si je dois être plus précis, du 72-28. 72, ils étaient étudiants, d'accord, et 28, c'était des entrepreneurs. Donc, en fait, on a créé une structure à côté associative et on a commencé d'abord par travailler le mindset avant de travailler la partie digitale. Là, vous parlez de Kinshasa ou Je parle de Kinshasa. Donc, je vais rentrer un peu en détail tout à l'heure, je ne vais pas monopoliser la parole, pour vous dire qu'en 11 ans, on a pu impacter 700 jeunes. Et le digital, c'est vraiment le levier dont on a besoin pour qu'on commence vraiment à développer la RDC, à développer l'Afrique. Parce que sans le digital, il n'y a pas de transformation. Sans le digital, il n'y a pas d'accélération. Donc le digital, c'est le levier dont on a besoin pour que la RDC se développe. Je m'arrête là pour l'instant. Alors le digital également, on peut dire aussi, c'est un mot moderne, nouveau, qui attire pas mal de jeunes, mais on sait bien que le digital, sous le contrôle de monsieur Aloïs, que c'est une évolution rapide en même temps et périssable pour pouvoir quantifier les ressources et l'économie du marché. C'est pas toujours donné, on n'a pas toutes les données. Vous, quelle est votre expérience lorsque vous êtes rentré chez Dassault Systèmes sur le numérique? Alors, merci pour la question. Donc, en effet, je ne vais pas parler de mon expérience Dassault Systèmes parce qu'elle est assez récente. J'y suis depuis janvier. Mais bon, c'est le résultat de tout un parcours. Pour parler de
de projet de transformation digitale, j'aime bien rappeler le fait que lorsqu'on parle de transformation digitale, le mot le plus important dans cette expression, c'est l'aspect transformation plus que le digital. Parce que le digital n'est qu'un moyen en soi. Et en fait, lorsqu'on peut penser que la transformation digitale est quelque chose de difficile, ça l'est. Pas à cause des moyens techniques d'abord, parce qu'on ne parle pas d'une transformation technique d'abord ou d'une question technologique, mais c'est une question qui est directement liée à l'humain. C'est-à-dire et ça je l'ai observé quand j'étais chez Capgemini, parce que c'est là où je dirigeais l'entité d'expertise PLM, sur le conseil PLM, et dans les différents projets justement qu'on menait de transformation digitale pour transformer les ingénieries, les directions d'ingénierie de clients comme EDF, Airbus, etc., Renault, eh bien, on se rendait compte qu'on faisait face, la première difficulté, la majeure difficulté à laquelle on faisait face, c'était on a toujours fait comme ça. C'est le frein au changement. C'est-à-dire que la première difficulté, la première montagne à laquelle on se confronte, c'est il en a toujours été ainsi. Donc c'est le changement des mentalités pour accompagner cette installation digitale. Et cet élément, il est très important parce que derrière, on se rend compte que finalement, la technologie ne devient qu'un outil dont on se sert pour emmener une transformation. Et j'ai été très touché interpellé par ce que Gaspard disait tout à l'heure, ce qu'il a fait, et je suis vraiment admiratif de ça, c'est l'impact humain qu'on va avoir sur les personnes. Au-delà d'apprendre aux gens à utiliser des solutions comme Salesforce, Microsoft Dynamics, etc., c'est quel impact je vais apporter dans la vie de cette personne. C'est-à-dire, je vais lui faire savoir qu'il est capable d'avoir un métier, une expertise qu'il va pouvoir utiliser dans tel domaine. L'impact humain, Aloïs, s'accompagne aussi de la culture, ça veut dire la culture de l'entreprise et d'appréhender justement vers où, comment on projette la personne. Exactement. Et donc là, il y a une notion de... Alors, il y a plusieurs choses, je vais essayer d'être succinct, mais il y a une notion de leadership fort également qui est à prendre en compte. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut remarquer, soit ici en Occident ou même en Afrique, et je vais parler plus particulièrement au Congo que je connais mieux, c'est qu'il y a une notion de leadership. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de transformation, on parle de transformation avec des repères. On a besoin de repères, on a besoin de personnes qui insufflent une vision. Je prends un exemple assez simple. On connaît tous des entreprises comme Amazon, Facebook, Google. Je prends l'exemple d'Amazon. Amazon ne savait pas, lorsque Jeff Bezos a créé Amazon, il ne savait pas qu'il deviendrait le numéro 1 de fourniture de cloud dans le monde. Et pourtant, aujourd'hui, c'est une grosse part de son business. Et ce qui est intéressant à retenir dans ça, c'est que il y a besoin d'une vision, il y a besoin justement de cette capacité à emmener les gens, et derrière, toute la partie technologique peut suivre. Parce que si on parle, on rentrera dans le détail après, mais si on commence à parler des capacités du Congo d'un point de vue technologique, on peut se dire tout de suite que c'est un frein, on ne sait pas faire grand-chose, etc. Et qu'il n'y a que des montagnes devant nous. Et pourtant, en regardant de plus près, on a tout pour réussir. Alors, est-ce qu'on peut dire, Aloïs, que pour un résultat réussi, comme Amazon et les autres, il y a également, pour la transformation numérique, 3 piliers importants, c'est-à-dire la technologie, vous avez également donc la culture, mais également l'organisation. C'est-à-dire que pour une expérience réussie, il faut au moins avoir la technologie et l'organisationnel pour pousser... jusqu'à la réussite. Alors je vais me permettre d'ajouter même un élément à ce que vous venez de citer. Je vais ajouter l'élément frustration. Parce que je me transforme à partir du moment où je ne suis plus satisfait de ce que j'ai aujourd'hui ou de l'état dans lequel je suis. Et c'est ce constat auquel arrivent tous les industriels qui font appel à nous, cabinet de conseil. C'est de dire on doit challenger le statu quo. Chez Dassault Systèmes, on a ce slogan qui dit If we challenge the statu quo, we can change the world. C'est-à-dire si on challenge, on change et on bouscule le statu quo, on peut changer le monde. À partir du moment où je suis frustré et que je ne veux plus rester dans cet état-là, eh bien, je prends des décisions. Changer les habitudes. Exactement, de changer les habitudes. Donc, la culture. Et puis derrière, je peux fabriquer moi-même les outils qui me permettent d'aller vers mon but, c'est-à-dire les outils digitaux, et prendre les plateformes, les solutions
comme des moyens d'atteindre justement mon objectif. Alors on va revenir à très intéressant les deux apports. Monsieur Momba, alors vous êtes directeur général d'Afrique Digital. Vous avez justement, vous accompagnez cette transformation numérique au niveau, que ce soit des administrations, ou vous proposez cette transition digitale. Vous pouvez nous dire un peu votre expérience là-dessus? Ok, merci pour la parole. Avant toute chose, j'aimerais ici féliciter toute l'équipe de Kongona Paris pour l'organisation de cette 5e édition qui prouve à suffisance que l'intérêt y est là, l'intérêt des communautés africaines occidentales, dont le but est de favoriser l'émergence des pays d'Afrique, mais en partenariat avec certains pays développés comme la France et autres. Alors, pour parler d'Afrique Digital, dont je pilote, l'Afrique Digital est une société qui offre des services numériques. Donc, on a pris le pari de développer le potentiel d'Afrique. C'est un risque énorme, mais lorsque l'on regarde, comme le disait Aloïs, c'est que lorsqu'on scrute un peu le Congo dans son immensité et dans la culture qui conduit nos dirigeants, c'est qu'on peut hésiter de prendre le risque d'aller investir dans des domaines qui ne sont pas encore connus. Donc nous, Afrique Digital, nous avons pris ce pari, ce risque. Nous sommes allés sur terrain et nous avons présenté les capacités de nos équipes techniques à pouvoir accompagner l'État congolais dans la transformation numérique de ses services. C'est ainsi que nous avons pu signer le premier contrat avec la ville-province de Kinshasa, j'y reviendrai, dans la transformation numérique ou dans la digitalisation de tous les documents d'actes d'état civil, notamment les actes de naissance. C'est une grande première en République démocratique du Congo et principalement pour la ville-province de Kinshasa. Je rentrerai dans plus de détails quand on va évoluer. Est-ce que justement il y a eu des freins? Parce qu'on sait qu'au niveau de la culture, au niveau de l'Afrique, on voit bien quand on va dans les bureaux, tout ce qui est entassé comme dossier paperasse. Est-ce qu'il y a eu des freins au niveau de votre proposition de cette transformation? En effet, il y a eu des freins. Ou des soupçons. Hein, il y a eu des freins parce que nous sommes dans une culture, dans des mentalités où les gens veulent encore brasser du cash. Et lorsque vous leur apportez des solutions numériques, ou ce serait des transferts virtuels, éventuellement ça leur pose des problèmes. Mais nous avons bénéficié de l'appui de certaines autorités qui commencent de plus en plus à comprendre l'intérêt de la transformation numérique pour la croissance économique des pays. Donc ces autorités nous ont permis quand même de signer le premier contrat, et nous sommes en voie d'en signer d'autres. Alors vous accompagnez des jeunes pour cette... Nous sommes une entreprise qui emploie à 80% des jeunes allant de 20 à 30 ans, essentiellement. Alors je voulais revenir vers vous, Gaspard. Vous parliez de cette jeunesse-là, parce qu'on sait bien que pour pouvoir former la jeunesse, on ne peut pas la former n'importe comment. Vous parliez, il faut cette notion de l'humain, donc du coaching, avancer jusqu'à l'objectif. Maintenant, il y a beaucoup aussi d'expériences qui ont été soumises à des échecs, parce que il y a l'expertise qui manque également. En combien de temps peut-on former un jeune dans la transformation numérique ou dans votre expérience? Oui, en fait, moi donc aux idées, depuis 2013, on a commencé à travailler avec l'Afrique. En 2013, on est en 2022, donc presque une dizaine d'années. Donc en fait, au début, ça nous prenait beaucoup de temps. En fait, on voulait même lâcher parce que avant même d'amener le digital, on n'avait pas compris qu'il y allait avoir des freins. Et le premier frein, c'est vraiment le mindset. Et le mindset à deux niveaux. Le mindset pour se dire, je suis capable de le faire. Et le mindset de se démonter. Permettez-moi vraiment le terme, c'est démonter, pas chaque semaine, chaque jour. C'est démonter chaque jour pour dire, je veux progresser chaque jour. Donc au début, ça nous prenait 3 ans pour transformer un jeune.
Au début, ça nous prenait 3 ans pour transformer un jeune, c'est-à-dire faire de lui vraiment une personne apte, vraiment une personne capable dans tous les domaines. Alors concrètement, vous dites transformer un jeune, vous le prenez à quel niveau pour l'emmener à quel niveau? Quand on dit on transforme un jeune, c'est qu'on le prend vraiment au niveau où il est à l'école en fait, et on le sort de l'école, et là on reformate À l'école, c'est vague, je veux dire, Oui. à quel niveau? Est-ce que après le bac, avant le bac, en BTS Oui, idéalement, il faut prendre au moins bac plus 2. Bon, si on prend au moins diplôme d'État, parce que pour ceux qui sont diplôme d'État plus 2 ans, d'accord, niveau DUT en fait, si on doit dire, d'accord. Et donc il nous faut 3 ans pour transformer un jeune et faire de lui une personne vraiment autonome. Donc là, en 2021, on a fait travailler avec Multilive. Donc Multilive qui est la plateforme qui permet justement à cet événement d'être en multiplex entre Paris et Kinshasa et de rediffuser cet événement sur 25 réseaux sociaux. L'année dernière, avec Makutano, on a fait l'exploit de faire une première au niveau mondial, d'avoir un événement business au niveau de la RDC, retransmis en direct sur 73 réseaux sociaux. C'était un exploit, j'ai envie de dire, mondial. Et ça, on a pu le faire grâce aux jeunes Congolais qui n'avaient pas forcément un bac plus 5 et dont on a vraiment coaché, mentoré pour qu'ils arrivent en fait à comprendre la manière de travailler et de performer en fait. Donc en 2 ans aujourd'hui, Multilive c'est 150 références en 2 ans. Enfin au mois de mai on va avoir 2 ans. Donc le peuple congolais a ces capacités-là. On voit souvent, après je vais vous laisser la parole, on voit souvent la partie artistique, on voit souvent la partie où les Congolais un peu côté folklorique, mais attention, on oublie que la jeunesse congolaise, moi pour l'avoir expérimenté sur les 10 dernières années, waouh, qu'est-ce qu'il y a du talent. Mais ça demande maintenant que la diaspora, ou du moins les structures qui vont venir au pays, ne viennent pas avec une posture de je sais tout, ou ne viennent pas avec une posture de voilà comment ça marche en France, voilà comment vous devez fonctionner. Il faut vraiment arriver, de ma propre expérience, avec une casquette de coach, voire de mentor. C'est-à-dire que moi, mes consultants, ceux qui travaillent pour nous aujourd'hui, à temps Est-ce plein... qu'ils n'ont pas assez de références, c'est ça, au niveau de personnalités qui peuvent les booster et croire en eux, l'estime de soi? Je pense que c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Ils ont besoin des références, ils ont besoin des modèles. Et lorsqu'ils vous considèrent non plus comme leur boss, comme les chefs, celui qui dit fais ça, et qu'ils vous considèrent comme un coach, un mentor ou limite un père, alors là, ça fait toute la différence parce que vous arrivez à les transcender en fait. Et ça, c'est une méthode qu'on a pu en tout cas tester, éprouver, qui fonctionne et dont on a envie aussi effectivement de partager avec d'autres structures, d'autres personnes dans la diaspora qui veulent entreprendre au niveau de la RDC. Alors, une dernière question, je passerai aux autres panélistes. Comment ça se fait, puisque l'Afrique regorge de la jeunesse qui a un besoin d'emploi rapide. On voit bien qu'au niveau de l'Europe, lorsqu'un jeune veut se former, même en informatique, il peut plus ou moins en 8 mois, 12 mois. Et comment ça se fait qu'en Afrique, on prenne des bacs plus 2 en plus pour aller sur 3 mois? Est-ce qu'il y a l'environnement qui est un peu chaotique, qui manque et il faut aller à la base? Et c'est pour ça que vous prenez à partir d'un bac plus 2. Parce que les autres, toute cette jeunesse qui est délaissée, comment former en peu de temps? Est-ce que vous avez fait cette expérience de former des jeunes en peu de temps, en quelques mois, pour arriver à les placer? Alors, ça après, il faut se dire qu'on parle d'éducation, mais l'éducation qu'il y a au niveau de la RDC, c'est une éducation qui est encore ancienne, qui est démodée, qui est caduque, et ça tout le monde le sait, donc j'apprends rien à qui que ce soit ici. Et les innovations, je disais au début, ça va tellement vite. Pendant que nous, on est en train de parler d'autonomiser les jeunes, et ils sont déjà dans le métaverse avec les lunettes. Donc, du coup, vous voyez qu'en fait, il n'y a même pas besoin d'attendre qu'ils finissent des études, c'est-à-dire qu'ils aient un bac plus 5 pour commencer. Pour moi, il faut commencer le plus tôt pour vraiment poser nos propres bases, en fait. Donc ça, c'est une expérience personnelle qu'on n'a pas encore éprouvée sur des jeunes qui n'ont pas les diplômes d'État. En tout cas, idéalement pour nous, c'est à partir du bac plus 2, et c'est pas 3 mois, c'est vraiment 18 mois, en fait. C'est 18 mois, parce que vous avez dit 3 ans tout à l'heure. 18 mois. D'accord. Donc l'Afrique part avec son propre référentiel pour la formation de la jeunesse sur la transformation numérique, c'est ça? Oui, on avait commencé, quand on a commencé l'expérience, ça nous prenait 3 ans. Mais on a au fur et à mesure optimisé d'un point de vue incrémental pour arriver à 18 mois. Mais on avait effectivement commencé, ça prenait trop de temps, beaucoup de temps.
Et au fur et à mesure, on a incrémenté. Là, on espère en tout cas arriver à un système en un an. J'espère qu'on va y arriver, on a 18 mois, j'espère qu'on va arriver en un an de transformer un jeune et de faire de ces jeunes-là ready to use et ready pour travailler avec des structures comme les vôtres ou comme voilà, d'autres structures. Alors lorsqu'on les transforme, puisqu'il y a l'offre et la demande également, vous formez pas mal de jeunes et ensuite ils se retrouvent où? Ils partent en Europe pour chercher un travail? J'ai parlé de 72-28. Donc il y a d'un côté effectivement ceux qui vont travailler en tant qu'entrepreneurs, d'autres vont travailler en tant qu'intrapreneurs. Et il faut comprendre que le digital c'est ouvert. Là aussi c'est ouvert, c'est-à-dire que on a ce qu'on appelle, alors je vais aller un peu étape par étape. C'est-à-dire qu'on peut être partout dans le monde, que ce soit à New Delhi ou à Kinshasa et autres, travailler pour une grosse structure qui se trouve à l'autre bout de la planète. Oui, là j'aimerais bien éclaircir un point, c'est qu'on a ce qu'on appelle de l'offshoring, c'est-à-dire tout ce qui est des prestataires, donc des consultants qui sont en Inde, Pakistan, etc. On a ce qu'on appelle des nearshoring, c'est-à-dire l'Afrique Maghreb, Tunisie, Maroc, Algérie. Et là, il faudrait qu'on ait en fait une offre d'Afrique centrale, une offre congolaise, voilà. Et là, l'idée c'est qu'il y a des marchés qui sont internationaux, il y a besoin du monde. En France, il manque énormément de consultants, ils ont besoin des ressources. Ils ont besoin des ressources prêtes, des ressources qui maîtrisent l'informatique. Donc si nous, la RDC, on est capable de préparer la prochaine génération, oui, bien sûr, il y a la place. Il y a une grande place, oui. Alors Aloïs, ce marché, lorsqu'on parle, c'est intéressant, ou lorsqu'on parle de l'Inde et également du Maghreb, parce que chaque marché est segmenté et par rapport aux besoins de l'offre. Alors qu'est-ce qu'apporte l'Inde en termes de, je dirais, de formation spécifique que les autres pays n'ont pas, et le Maghreb en termes également de formation spécifique, et qu'est-ce que l'Afrique, cette jeunesse africaine pourrait apporter pour compléter justement l'expertise mondiale? Alors, tout à l'heure, Gaspard a dit quelque chose de super intéressant. Il a parlé des différentes révolutions qu'il y a eu. Révolution industrielle, révolution qu'on a pu connaître en Occident. Et sur le fait qu'en effet, en Afrique, ou en Afrique subsaharienne, cet événement, d'un point de vue historique, de se dire oui, en effet, ça nous a donné un retard conséquent. Et d'un autre côté, comme une opportunité. Dans le sens où ces pays qui se sont développés, je vais venir sur cette réponse, ces pays qui se sont développés avec des révolutions industrielles successives, ont également embarqué avec eux le poids d'un existant, qu'on n'a pas en Afrique. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple très concret. Lorsque Uber est arrivé en France, ça a fait des dégâts parce qu'il y avait un existant. Un taxi qui a payé 60 000 € sa licence se dit jamais de la vie, un gars qui était au chômage il y a 2 mois va juste passer une formation et faire le même métier que moi et me voler des clients parce qu'il est moins cher. Donc ça crée des problèmes parce que, en effet, il y a eu des avancées, mais des avancées maintenant qui pèsent parce qu'il faut continuer à les supporter en même temps qu'il y a les disruptions. Et là où le digital est un peu comme un miracle, si vous voulez, c'est que le digital porte la disruption. Il porte la disruption, c'est-à-dire qu'il rend possible en fait des choses qu'on ne pensait pas possible peut-être il y a 6 mois, il y a 1 an, avec des cycles très courts. Pour revenir justement à ces géographies de nearshoring et d'offshoring qui sont l'Inde, les grands pôles, l'Inde, l'île Maurice, le Brésil, le Maghreb, en fait elles se sont retrouvées en fait comme plateforme d'offshoring liée à leur histoire et le passé colonial que les puissances occidentales ont bien voulu justement avoir avec elles. C'est-à-dire que ce sont des endroits dans le monde où il y a eu également une réplication d'un point de vue industriel de ce qui se faisait en Occident. Je prends l'exemple au Maghreb. Si je parle du monde industriel que je connais un peu mieux que les autres domaines, pardon. Au Maghreb, au Maroc par exemple, vous allez retrouver des usines de fabrication de voitures. Vous allez retrouver des usines de PSA, Renault. Vous allez partir en Europe de l'Est, vous allez retrouver des usines pour Airbus. Et donc du coup, de ce fait, ces régions-là ont bénéficié de ce qu'on appelle du transfert technologique. Et donc du coup, ont permis à ce que des universités puissent former des ingénieurs. Certains pays ont eu des accords pour envoyer des ingénieurs justement en Europe, etc. et avoir un transfert de savoir. Aujourd'hui, cette situation-là en Afrique, elle est
elle est hétérogène. C'est-à-dire que vous n'aurez pas la même condition pour des jeunes sénégalais que pour des jeunes congolais, que pour des jeunes marocains ou des jeunes camerounais. Dans mon expérience précédente, j'ai eu la chance d'avoir dirigé une équipe de consultants et donc d'ingénieurs, et notamment de jeunes qui venaient du Sénégal finir leurs études et avoir leur premier job. Et je voyais bien les différences. Et à mon plus grand regret, sur 170 personnes, j'ai eu une fois un Congolais. Et c'est absolument le seul Congolais que j'ai reçu en entretien et qui avait des compétences de développement et encore qui avait fait une reconversion. Donc du coup, tout ça pour dire que pour aller dans le sens justement de ce que disait Gaspard, et je pense qu'on a une grosse opportunité à saisir par rapport à cette capacité de faire de l'offshoring, c'est que on n'a pas de bagage d'existant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est digital ready. Si on prend l'exemple, justement, j'ai devant moi l'affiche de TapTapSend, le mobile money est plus développé en Afrique que dans le reste du monde. Parce qu'en fait, en Occident, ce serait beaucoup plus compliqué de mettre en place ce genre de système-là à cause des législations en place, etc. Et donc, du coup, on a un vrai levier. Et pour que ce levier soit activé et que ça devienne une vraie opportunité et donc du coup qu'on le transforme en business, il y a deux choses. Proposition, c'est des acteurs privés comme Gaspard et comme notre ami Calex, qui viennent avec des initiatives privées et donc qui investissent et qui vont apporter de l'information. Mais il y a également un autre aspect qu'on ne peut pas négliger, c'est aussi l'aspect de la responsabilité aussi politique. Pour accompagner les politiques. Pour accompagner, pour faciliter. Et c'est pas dans une démarche de dire que les politiques doivent mettre l'argent sur la table pour que tout se fasse. Parce que ça n'arrivera peut-être jamais si on continue à l'attendre de cette manière. Par contre, les politiques ont une responsabilité. Tout à l'heure, justement, Gaspard faisait le constat du système éducatif dans notre pays, enfin au Congo, et c'est une réalité. Par rapport à cela, qu'est-ce que l'État fait et qu'est-ce que l'État peut faire? Et de quelle manière peut-être on peut aider l'État justement à pallier à ces problèmes-là. Aujourd'hui, on a une opportunité face à ces sujets-là, c'est le fait que le savoir est décentralisé. Avant, il fallait venir à Sorbonne, étudier à Sorbonne pour avoir le savoir de Sorbonne. Aujourd'hui, d'ici, moi, j'ai pu avoir une certification de Harvard. J'ai jamais mis mes pieds aux États-Unis. Et pourtant, j'ai une certification de Harvard et je peux suivre des cours de Princeton, etc. Et pareil, pour celui qui est en Afrique, il a aussi la possibilité, moyennant des infrastructures, Internet, etc., d'avoir accès à de la formation. Donc, il y a cet aspect justement de qu'est-ce que les privés peuvent apporter en termes d'initiative, parce que c'est ça qui va nous permettre justement de former des jeunes au développement. Et on n'a pas besoin de faire d'université en réalité pour être un développeur. Le développeur, il y a certains pays dans le monde qui commencent à former des jeunes enfants à partir de 8 ans au métier du développement informatique. Comme on leur apprend à écrire, ils apprennent à programmer. Et, alors je veux rebondir là-dessus, puisqu'on parle du secteur privé, vous êtes touché en plein fouet, puisque j'ai vu, vous avez pas mal d'initiatives, et notamment aussi des levées de fonds pour accompagner les startups dans leurs projets, et je voulais savoir comment ça se passe. Ok, permettez-moi avant tout de revenir un peu en arrière et de faire un inventaire historique de nos économies. Plus de 60 ans après, le constat que nous avons fait, nous, au niveau d'Afrique Digitale, c'est que plusieurs pays africains tardent à connaître le vrai décollage économique, efficace et durable. Alors on s'est posé la question de comprendre pourquoi. Et dans ce pourquoi, on a compris que les éléments qui faisaient que certains pays d'Afrique, ou la plupart des pays d'Afrique, n'aient pas encore connu des développements économiques conformément aux objectifs de développement durable, qui sont, je pourrais résumer en 3 points, c'est l'éradication de la pauvreté, c'est la protection de la planète, c'est la garantie du bien-être pour tous. Alors, en regardant de près pourquoi nos pays... Économie durable, hein. Voilà, économie durable, dont le deadline est fixé à 2030, et nous sommes déjà en 2022, proche de 2023, mais il ne nous reste pas beaucoup de temps. Comment 30 ans après ces objectifs, les pays d'Afrique tardent encore à réaliser ces exploits? Bon, quand on a scruté, on s'est rendu compte que
il y avait des facteurs, notamment la permanence des conflits armés, les difficultés d'accès à l'éducation, aussi les coûts très élevés des moyens de communication comme Internet. Donc pour aller vraiment dans le sens du prolongement d'idées de Aloïs, c'est que je pense qu'il y a une responsabilité. La responsabilité autant des gouvernants que des entreprises privées, de la société civile et des autres parties prenantes. Donc nous, au niveau d'Afrique Digitale, nous nous sommes dit que nous allons prendre l'engagement de former la jeunesse. Nous formons la jeunesse parce qu'il faut faire un distinguo entre les compétences numériques basiques et les compétences numériques avancées. Donc les compétences numériques avancées nécessitent des formations assez spécifiques pour permettre à cette jeunesse de pouvoir mettre en place des solutions digitales par le développement des plateformes adaptées aux besoins de l'économie nationale. Donc nous avons commencé à former des jeunes par nos propres moyens et nous encourageons plusieurs startups innovantes qui viennent nous présenter des projets. Au-delà du fait que nous soyons une société de digitalisation, nous faisons partie, l'avantage c'est que nous faisons partie d'un groupe dont le corps de métier ou le cœur de métier principal c'est de la finance. Donc notre groupe, notre mère qui a cette facilité de nous financer est aussi en même temps apte ou prompte à soutenir les startups qui viennent avec des projets innovants au niveau de la RDC. Tout ceci c'est vraiment pour créer un pont digital entre les pays du Nord et les pays du Sud, de manière à ce que tous les cerveaux qui ont pu obtenir des connaissances en matière de digital ici en Europe, de tenter ce pari, de revenir en RDC ou au Congo, ou les deux Congos, de tenter ce pari, de venir tenter l'expérience, de développer le digital au niveau de ces deux pays. Moi-même qui vous parle, j'en ai fait l'expérience. J'étais ici comme membre de la diaspora, je suis en pleine reconversion, ça fait pas une année que je suis dans le domaine, donc moi aussi j'apprends, mais c'est tellement magique que quand on y rentre, on veut y rester. Donc ça fait exactement 1 an que je pris le risque de repartir au Congo et de me lancer dans un secteur que je ne connaissais pas. Donc voilà, à travers mon expérience et mon histoire, je peux inviter plusieurs jeunes à pouvoir faire comme moi. Donc nous, au niveau de la RDC, c'est que nous avons démarré dans un projet avec la province de Kinshasa pour la production de tout ce qui est documents d'état civil. Et pour la première fois, nous allons permettre à la diaspora étrangère, à tous les Congolais de l'étranger, de pouvoir directement souscrire aux documents d'état civil en étant en dehors du Congo. Ce serait une grande première en République démocratique. Oui, parce qu'on a cette difficulté-là, mais lorsque vous parlez, vous êtes financier, vous êtes économiste, banquier également, donc vous connaissez très bien la législation également en termes de financement, et vous savez que la fracture sociale vient aussi avec tous ces mots, et que vous parlez de la formation. On parle souvent de la formation au niveau, vous me direz, la formation au niveau des capitales, mais nous parlons d'une formation au niveau des ruraux, c'est-à-dire, au niveau rural. Oui, d'accord. Au niveau rural, aller plus dans ces provinces-là pour l'autonomisation des jeunes femmes, des jeunes filles, pour passer à cette transition digitale. Il faut une connectivité également au niveau de l'Afrique qui soit stable pour permettre également que ces métiers dont vous faites partie puissent prendre son essor. Où en étant au niveau de cette connexion, puisqu'apparemment la connexion est à peu près 3 fois plus faible que dans le reste du pays au niveau de l'Afrique subsaharienne. Ok. Pour rester dans le cas de la République démocratique du Congo que Oui. je connais, le président de la République a lancé un plan national du numérique parce qu'il veut vraiment faire du numérique un levier de croissance économique et de bonne gouvernance. Depuis que ce projet a été lancé, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas encore été exécutées.
Donc on peut comprendre, comme le disait Gaspard, c'est cette volonté d'imposer des freins à la transformation numérique par certains acteurs politiques. Mais je pense que aujourd'hui, la transformation numérique est incontournable pour le développement économique soutenu. On ne peut plus passer outre. C'est ainsi que nos dirigeants, qui n'ont pas donné de la chance à ce secteur de se développer rapidement, commencent à revenir. Dernièrement, lors du dernier conseil d'administration, donc conseil de ministres, le président a rappelé l'intérêt pour tous les services publics de pouvoir se digitaliser. Digitaliser l'administration publique égale à augmentation de recettes publiques. Maintenant, pour le cas de l'autonomisation des femmes, les mamans maraîchères, tout ça, comment les accompagner? Nous, au niveau d'Afrique Digitale, nous venons de commencer une expérience, mais cela n'explique pas que dans notre panel de projets pour développer tout le secteur digital où nous pourrions avoir des marchés, que ce point-là soit inscrit à l'ordre du jour. Et pour la stabilité justement de la connexion, quand on sait que 106 personnes par seconde en Afrique se connectent, donc c'est vraiment un potentiel important pour ces nouveaux métiers. Exactement. Voilà, je pense que nous ne sommes pas le seul dans ce secteur. Il y a des entreprises qui viennent également avec des idées nouvelles. Nous allons commencer une expérience avec une société qui a placé de la fibre optique. Donc nous voyons qu'il y a des gens qui viennent avec des idées pour régler ce problème-là, en apportant des solutions justement efficaces pour permettre à ce que la connexion devienne de plus en plus légère et permettre aux gens de pouvoir facilement accéder à des coûts moindres. À ce niveau-là, je pense que l'ARPTC, je pensais voir ici dans ce panel, le représentant de l'ARPTC, voilà, parce que c'était très important que nous échangions pour voir quel est l'apport de l'ARPTC dans cet engagement de vouloir faire du digital aujourd'hui vraiment une transformation globale, mais cela nécessite, comme vous le savez, vraiment la réduction des coûts, parce que c'est un frein, mais c'est un frein majeur aujourd'hui en Afrique, vu le revenu par tête d'habitant, ça reste encore très, très, très difficile. Alors, Gaspard, je vais revenir vers vous avec votre expérience probant sur Kinshasa et l'Afrique. Lorsqu'on parle de start-up, excusez-moi de vous dire, ça a l'air d'un fantasme comme ça. C'est très beau, tout le monde veut aller vers cet outil-là, mais il y a beaucoup d'échecs, beaucoup de déceptions et beaucoup de carrières brisées également, puisqu'il faut accompagner ces start-up, et on sait bien que pour accompagner des start-up, il faut des DSI, c'est-à-dire des directeurs de systèmes de l'information, c'est-à-dire qui ont la compétence de pouvoir voir le cycle de vie d'une entreprise et à quel niveau faut-il mettre des compétences. Est-ce que vous ne vendez pas un peu du rêve là? En fait, avant de répondre juste à cette question-là, j'aimerais juste rajouter un point par rapport à ce que mes homologues viennent de dire, par rapport aux solutions. Effectivement, je trouve qu'il y a 3 niveaux de solutions pour la partie, pour vraiment la transformation numérique par l'inclusion de la jeunesse. Le premier niveau, c'est l'État, mais quand on dit l'État, c'est 2 acteurs, le ministère du numérique et le ministère de l'Éducation, qui doivent travailler ensemble pour revoir le programme et proposer des vraies formations qui permettent en tout cas à la RDC de se positionner dans les 5 prochaines années dans ce secteur. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous l'avez dit aussi, ce sont les privés. D'accord, les privés, c'est vous, c'est Dassault, c'est nous, diaspora. On revient, on a des idées. Il faut revenir au pays, il faut tester. Donc quand vous revenez, vous mettez déjà dans votre stratégie de développement l'importance du digital pour justement recruter, en fait. Donc ça, c'est le deuxième point. On a du mal à recruter, hein. On veut tout faire soi-même en tant qu'Africain, et puis des coûts toujours plus bas, alors que, par exemple, en Europe, on peut pas avoir le privilège d'avoir des coûts bas, si ce n'est que prendre en Inde ou au Bangladesh, mais également, votre posture aussi devrait avoir l'éthique d'une prise en compte des salaires. Je vais revenir sur ce point. Donc, vous m'avez soumis 2 points dont je n'ai pas encore répondu. Je vais y revenir. Donc, premier point, je disais, là, en termes de solutions, les 3 leviers. Premier levier, pour moi, le numéro 1, c'est l'État. Donc, 2 structures là qui doivent travailler ensemble.
ministère du numérique et ministère de l'éducation. Deuxième levier sont les privés. Et troisième levier, c'est ces diasporas qui a appris et qui vont faire des formations un peu spécifiques. Parce que les plateformes de formation, il y en a plein. L'information, il y en a beaucoup, mais la transformation, pas les transformations, il faut que ça soit très spécifique. Si moi, je suis dans la diaspora, je suis congolais d'origine, je parle lingala, je parle chiluba, je parle swahili. Donc quand je vais commencer à former, à coacher des jeunes congolais, je serai très, très précis. Donc il faut qu'il y ait, pour moi, ce troisième levier de plateforme où des Congolais de la diaspora arrivent à former, à coacher des Congolais qui sont sur place. Et j'invite ceux qui sont ici, ceux qui ont un talent, en tout cas dans le secteur qui nous intéresse, la digital en l'occurrence, rejoignez-nous, écrivez-moi inbox, voilà, on pourra voir comment avancer ensemble. Ce que vous voulez dire, Gaspard, c'est que cette jeunesse a besoin aussi d'une référence, c'est-à-dire cette diaspora qui a réussi, qui sont des startups ou même des cadres qui gagnent entre 2800 et 4000 euros par mois. Ils ont besoin de savoir qu'ils ont en face d'eux une réussite pour aussi les propulser. Oui, bien sûr. Je l'avais dit tout à l'heure, je le redis encore, c'est cette posture de coach, cette posture de mentor. Ah, moi, Namboka, Toto Namboka, Tongamboka, Toto Namboka ensemble. Ah, moi, Namboka, et lui aussi, il était là, il est parti, il a réussi. Enfin, réussir aussi, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, il s'en sort et il m'apporte quelque chose. Donc, ça devient vraiment, c'est duo gagnant entre ceux qui sont dans la diaspora et ceux qui sont au pays. Franchement, pour moi, ça, c'est duo gagnant. Donc, ça, c'est pour moi les trois leviers. Deuxième point pour répondre à votre question sur la partie salaire. En fait, quand on revient au pays, moi, je ne traite même pas mes collaborateurs comme des salariés. Je les traite comme des consultants, comme des intrapreneurs. Et c'est-à-dire que je ne plafonne pas. Je ne plafonne pas ce qu'ils vont gagner. Donc, j'ai recruté récemment des collaborateurs à $1000 minimum. Ils viennent démarrer, je sais que je dois le former entre 3 et 6 mois. Ils touchent entre 1000 et 1500. Entre 1000 et 500. Sachant que le SMIC au pays, enfin le SMIC, le salaire moyen est à $80. Et les grands cabinets qui recrutent des consultants congolais, ils les payent autour de $300-400. Je ne dis pas que je suis multimillionnaire ou multimilliardaire et que j'ai de l'argent à jeter à la fenêtre. Non, je sais la valeur qu'il est en train de rajouter, la valeur qu'il est en train d'apporter dans mon business. Et je sais combien on paye des consultants en offshoring et en nearshoring. Donc, il ne faut pas revenir au pays en disant que je vais les exploiter. Ça doit être un duo gagnant-gagnant. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, quand je prends un consultant business analyst, c'est un minimum $1000. 4 chiffres, c'est symbolique, mais pour moi, je sais que derrière lui, il y a toute une famille. Donc, je ne suis pas seulement en train d'autonomiser, d'accord, les jeunes par rapport au numérique. Je suis en train de développer le pays parce que derrière lui, il y a toute une famille, en fait. En donnant cette valeur aussi, parce que la valeur passe justement par l'emploi et autres, mais par le salaire également. Bien Ça sûr. donne aussi cette dignité. Alors, il faut juste faire une petite nuance. Il y a la notion de fixe et de variable. C'est que l'idée n'est pas de venir avec de gros salaires et que derrière vous n'arrivez pas à tenir le rythme. Ça dépend de quel business vous voulez lancer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas plafonner en fait nos jeunes frères et nos jeunes sœurs. Il ne faut pas les plafonner. Il faut challenger la personne et justement quand ça rentre, qu'il y ait des primes qui vraiment leur permettent de se développer. Et je terminerai toujours par la partie salaire. On a eu des jeunes qui n'avaient même pas un niveau Bac plus 2, même si on prend un minimum Bac plus 2, ils ont commencé avec dans les 150 et qui ont atterri à 1500. Avec les primes, d'autres en moyenne, ils vont tourner à 800. Donc pour vous dire qu'en fait, aujourd'hui, nous, on est dans une dynamique on forme, on coach, on mentor pour que la personne se développe, mais réellement. D'accord, et que ça se retrouve sur son compte en banque. D'accord. Ça, c'était la deuxième question. Et la dernière question, c'est l'Internet. Internet, ça, c'est un vrai fléau. On dépense, nous, en tout cas, dans Multilive, le mois dernier, on était à $800 juste pour Internet. C'est énorme. C'est énorme. On est une petite start-up, même si on a 15 collaborateurs à temps plein, même si on a fait travailler 120 personnes en 2021. $800 par mois pour Internet, c'est énorme. Et il faut effectivement qu'il y ait des solutions et c'est pas facile. On met de l'argent et on se rend compte au bout de 2 semaines, c'est déjà fini, il faut encore recharger. Et les opérateurs ne nous aident pas clairement. Justement, en 3 minutes et ensuite on va passer au public. Si vous avez des questions, préparez les questions.
Au niveau de l'Internet, la connectivité en Afrique, pourquoi il y a cette problématique au niveau du réseau Internet? Est-ce qu'on n'a pas encore su construire ce réseau Internet, puisqu'on voit bien qu'il y a des câbles, on dit dans les fonds marins, pour avoir l'accessibilité plus facile. Mais au niveau de l'espace subsahárien, on se rend compte qu'il y a peut-être des difficultés au niveau de cette connexion. Parce que plus on s'éloigne un peu de l'Europe également, et plus on est les moins servis au niveau de l'Internet. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Voilà, je pense que au niveau de l'Afrique subsaharienne, c'est que ces difficultés de pouvoir accéder facilement à l'Internet sont essentiellement politiques. Parce que nous sommes encore dans des politiques où, bien qu'on parle de démocratie, mais c'est une démocratie apparente. Et aujourd'hui, avec les réseaux, nos politiques ne supportent pas la vitesse avec laquelle l'information peut être transmise. Donc, pour plusieurs raisons, ces politiques militent pour que Internet ne soit pas accessible. Parce qu'une fois que Internet est accessible à l'ensemble des populations, mais de manière... Alors milite, c'est un peu un mot fort. Voilà, exactement. Donc cela aura une implication qui fait qu'il y aura vite de l'éveil, et c'est ce qu'il faut empêcher en fait. Parce que susciter de l'éveil au niveau des populations, ça veut dire accepter réellement l'engagement de mettre en place des politiques démocratiques, ce que la plupart de nos dirigeants hésitent encore, je dirais. Donc d'où la difficulté d'avoir Internet facilement au niveau des populations. Si je peux rebondir sur ce que disait Kalex, il y a en effet cet élément-là, mais j'aimerais dire et venir avec un discours un peu positif. Enfin, c'est que ce qui est bien en fait avec la transformation digitale et la disruption, c'est que nos difficultés d'aujourd'hui et celles qu'on voit, parce que c'est des constats qu'on fait, vont pas mettre longtemps à se résoudre avec des solutions qui viennent peut-être d'ailleurs. On entend parler par exemple Elon Musk ou d'autres milliardaires qui se disent on va envoyer des satellites pour donner accès à Internet justement dans des zones qui ne sont pas couvertes. Parce que les zones non couvertes, il n'y en a pas qu'en Afrique. C'est-à-dire en Europe également, il y a des zones où Internet, ça passe pas. Donc il y a en effet des problématiques qui sont politiques, et là où les États doivent s'engager un minimum à encourager des initiatives et être partenaires avec des opérateurs, comme c'est le cas en France. Et il y a aussi une question de compétitivité de demande. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut savoir que lorsqu'on parle d'Internet cher, Internet était très cher en France jusqu'il y a quelques années, jusqu'à ce qu'un certain Xavier Niel vienne casser le marché et fasse en sorte que tous les géants puissent se réaligner. Donc il y a aussi cette disruption. Dans les zones rurales, si on vous interrompt, c'est encore difficile. Exact. Donc là-dessus, j'ai envie de dire, ce n'est pas peine perdue pour l'Afrique. C'est juste, soyons aux aguets sur la prochaine disruption, sur la prochaine solution qui va venir. Donc c'est un peu idéaliste, mais je me dis, pour se projeter, je voulais partager cette... On va passer au public, mais lorsqu'on parle justement des satellites et autres, l'Afrique devait avoir ses satellites aussi, parce que là, on se pose des questions lorsqu'on voit la guerre en Ukraine et autres, et Musk, vous parlez de ce milliardaire qui veut racheter Twitter, déjà, ça pose le problème de la défense, la sécurité défense des États également, et de la souveraineté. Et là, au niveau de l'espace, si l'Afrique ne s'approprie pas également cet espace-là, l'Afrique va être perdante. Alors, oui, pour répondre à ça, parce que je reviens dans la démocratisation justement de la législation et de l'éthique également, pour ne pas pénétrer dans les sécurités défense des États. En effet. Alors aujourd'hui, on a, pour arriver à ça, en effet, les sujets liés à la souveraineté, c'est quelque chose de très important, mais je pense que pour y arriver, il est important de le considérer étape par étape. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors je ne suis pas sûr que dans 10-15 ans, nous, le Congo, on sera en capacité déjà d'envoyer nous-mêmes nos propres satellites dans l'espace, même si je le souhaite, j'aimerais vraiment... Et mutualiser, hein, Exactement. Et l'idée, c'est que jusqu'à un certain moment, on sera quand même dépendant. En France,
70% des données d'entreprises sont hébergées sur des serveurs de sociétés de droit américain. Et c'est un grand problème. C'est-à-dire que, et pas qu'en France, c'est en Europe. Donc ce problème de souveraineté, en effet, il guette pas que les Africains, mais il guette aussi des grandes puissances comme la France, comme l'Allemagne et d'autres. Et c'est un sujet qu'il va falloir adresser. Mais dans un premier temps, tout à l'heure, dans la table ronde 2, il y avait un ami qui disait la première des choses, comment on fait pour remplir le ventre des gens qui vont pouvoir développer en fait ces éléments de développement, c'est-à-dire la capacité à créer des industries, des filiales, des filières qui vont nous permettre demain justement d'aller vers plus d'autonomie et plus de souveraineté. Mais là déjà, j'ai cru comprendre qu'on était en train d'essayer de sécuriser même les mails du gouvernement qui étaient parfois sur la place publique, Hotmail, Yahoo, etc. Donc je pense que si on arrive à atteindre ce palier de sécurisation, ça va nous permettre plus tard de parler de souveraineté au sens... Alors vous aurez compris, hein, la transformation, donc notre thématique aujourd'hui c'est la transformation numérique par l'inclusion de la jeunesse. Vous aurez compris que la transformation numérique ou la transformation digitale est un atout pour l'économie africaine. Le Covid, la santé, l'éducation, et il y a un grand nombre dans tous les domaines, et ça peut révolutionner justement l'innovation technologique de l'Afrique. Donc on veut justement de cette jeunesse, cette majorité de la jeunesse, 77% sur le continent africain, où on trouve cette jeunesse, que cette jeunesse puisse être un levier pour réduire les inégalités, les discriminations, l'inclusion sociale et la réduction également du chômage. Alors si vous avez des questions, je vous en prie. 30 secondes. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Oui, monsieur. Messieurs, dames, bonjour. Mon nom est Patrick Moussamaki et je suis informaticien, administrateur système et réseau. De ce que j'ai entendu, j'ai beaucoup apprécié. Et je suis un homme de terrain. Nous, les administrateurs réseau, quand vous me parlez de switch, vous me parlez de routeur, vous me parlez des éléments réseau, ça me parle. Vous avez parlé de digitalisation, vous avez parlé de start-up. J'ai l'impression que tout n'est que avantage pour la jeunesse. Est-ce que ces structures-là n'apportent que du plus? Il n'y a pas de moins. Dites-nous un peu les désavantages qu'il y a dans la digitalisation pour les jeunes. Merci. Alors, on posait la question, Gaspard, tout à l'heure, je vous posais la question en disant, est-ce que vous ne vendez pas un peu du rêve? Alors, qui vous souhaiterait répondre en premier? Alors, merci beaucoup pour la question, parce que là, on va toucher, on touche à un point qui, je pense, même dépasse en soi l'aspect digital. J'ai envie de dire, dans toute révolution, dans toute capacité, c'est-à-dire tout moyen, il y a une dérive. On va parler de différents domaines, hein, c'est-à-dire développer des voitures performantes, il y a la possibilité de dérive, d'excès de vitesse, etc. Et puis comme dans le digital, on a également ce qu'on appelle des enablers, c'est-à-dire des éléments, des leviers qui nous permettent d'avancer, mais ces leviers également peuvent se retourner contre nous lorsque on les utilise de manière peut-être détournée ou de manière abusive. Les dangers qu'on peut retrouver dans le digital, je pense qu'on les connaît pour la plupart. C'est la dépendance justement à ce qu'on connaît aux réseaux sociaux, etc. Le côté coupure sociale justement des jeunes, parce que le monde virtuel prend peut-être l'ascendant sur le monde réel, en effet. Et tout à l'heure, Gaspard parlait de quelque chose de très important, c'est qu'il parlait justement de ce travail collégial entre le digital et l'éducation. Parce que derrière, justement, je pense que faire du digital pour du digital n'a pas trop de sens. Parce que le premier sens du digital, c'est de servir un but humain. Et si on parle de développement humain, le digital peut être un levier. Mais le digital ne doit pas être un but en soi. Parce que la fin en soi, ce n'est pas justement d'avoir des technologies pour des technologies, c'est d'aller atteindre des buts humains. C'est-à-dire comment on avance, comment on développe notre pays par ce levier justement et des outils qu'on connaît aujourd'hui. Alors il faut dire que dans chaque pays, je pense qu'il y a un cadre, une législation qui régit ces normes de protection
comme les intelligences artificielles et autres, et on ne va pas tous azimuts vers la transformation digitale avec je vais dire, en n'ayant pas mis en place des sécurités ou des barrières. Mais au niveau de l'Afrique, puisque l'Afrique va très vite et c'est très nouveau pour l'Afrique aussi, pour absorber toutes ces problématiques, il faut que l'Afrique anticipe sur ce cadre législatif qui évolue sans cesse en fonction des transformations digitales. On parlait des transferts d'argent. On voit bien que dans l'espace subsahérien, il n'y a que ce modèle-là au niveau de ce continent. Et les flux ont été astronomiques pendant la Covid, par exemple. Et ça pose un réel problème de sécurité et qu'il faille s'adapter à chaque fois pour anticiper la protection des données, mais également, comme disait Aloïs, de faire comprendre aux personnes, c'est que c'est l'humain qui est au cœur de tout le dispositif. On ne va pas vers la transhumanité, par exemple, mais c'est l'humain qui est au cœur de tout ce dispositif. Et quand on a cette approche au niveau de l'Afrique, il faut bien faire comprendre à cette jeunesse, comme disait Gaspard, au niveau du management, du coaching, et qu'on puisse faire ressortir cet aspect humain pour qu'ils puissent comprendre non seulement l'environnement, et que c'est eux qui sont le déclencheur, le levier finalement de toute cette innovation, je pense. Oui, pour compléter un peu Aloïs sur la question de monsieur, je dirais que la transformation numérique peut être un excellent levier pour accélérer la transition vers les économies vertes. Parce que, comme le disait Aloïs, faire de la digitalisation pour faire de la digitalisation, c'est aussi courir le risque des méfaits de la digitalisation. Parce que les outils qu'on utilise comme support pour permettre ces transferts des données, ce sont des outils qui dépendent de certaines matières premières. Alors, si nous faisons la digitalisation pour la digitalisation, il y aura une mauvaise gestion dans l'exploitation de ces matières premières qui peuvent entraîner éventuellement la pollution de l'air, plus d'énergie et des eaux. Voilà, donc je pense que la transformation numérique reste le levier par excellence pour soutenir les économies des pays africains, mais il faut que cela soit encadré par des lois, qu'il y ait une bonne gestion de ces développements digitaux. Alors pour aller plus loin, monsieur, puisque vous êtes informaticien, vous vous intéressez justement au cœur de l'humain, c'est que cette transformation numérique ne peut se faire sans mettre au cœur du dispositif également l'économie verte. D'accord ? C'est-à-dire qui va servir cette population. On ne peut pas aller dans une transformation numérique sans pour autant que la population meure de faim, soit dans la pauvreté. Cette transformation numérique doit servir non seulement à lever les conditions de vie des gens, à lever justement la dépense du panier de la ménagère, et tout cela va ensemble jusqu'à la protection de la planète. Donc vous voyez, c'est comme une pyramide, tout doit se lever au même moment et arriver à un point culminant. Sinon, l'Afrique perdra en n'intégrant pas tout ce dispositif. Vous voulez dire quelque chose, Gaspard ? Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, bonjour encore. Je vais reposer la même question. Je suis désolé, je suis un peu négatif et sévère à la fois. Est-ce que vous ne vendez pas du rêve ? Pourquoi ? Je regarde parfois les sites web qu'il y a au Congo. Les cas de l'art PTC, malheureusement, n'est pas là. Regarde, vous dites que vous formez des jeunes. Parlez plus fort parce qu'on Ouais. pour le public derrière. Ouais. Oui. Vous formez des jeunes. Est-ce que vous vous demandez un peu la qualité du travail après ? Est-ce qu'il y a les soucis de bien faire les choses ? Regardez un peu une application par laquelle on s'enregistre pour aller au Congo, où on doit payer 40 €, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Regardez cette application-là. Est-ce que vous vous posez la question du travail bien fait et de la qualité après la formation ? Alors vous parlez 40 € parce que j'ai pas bien compris là à un moment donné.
Oui, l'application pour le test Covid qui Oui, coûte oui. 40 €, c'est ça? Non, c'est pas des Oui. Ouais, fallait être On a des compris tests. la question. Ouais, je pense. On a compris la question. Et ce que vous êtes en train de dire, c'est quoi le prénom? C'est pas grave. C'est pas grave. La question qui est posée là, ça fait mal. Hein. Il suffit seulement de débarquer à Kinshasa, à l'aéroport international d'Inchil, pour comprendre que je ne sais pas si c'est un aéroport international ou national ou provincial. C'est la question de la médiocrité. Ça dépasse ce qu'on est en train de dire là. C'est que moi, avec mes petits moyens, sur 10 ans, j'ai impacté 700 jeunes. Avec mes petits moyens. Je n'ai pas eu d'aide du gouvernement ou de qui que ce soit, c'est avec mes petits moyens. Aloïs va venir avec son business, voilà, homologue va aussi venir avec... mais c'est à notre niveau en fait. Il y a un travail de fond qui doit être fait par plusieurs entrepreneurs et surtout l'État en fait. Donc la question que vous êtes en train de poser, c'est pas... On est responsable de notre périmètre, mais... Pardon ? On est responsable de notre périmètre, mais on ne peut pas faire le travail de l'État. Et c'est un travail de fond. Il faut être un peu patient, parce que ça va prendre un peu de temps. On n'a peut-être pas bien compris la question. Allez-y, reformulez. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Pourquoi? Oui. Parce que vous formez des jeunes. Et des jeunes sont sur les marchés de l'emploi et fabriquent, font un peu tout et n'importe quoi. Je reprends encore les cas de la RPTC, qui est un site web fait avec WordPress. Vous avez l'impression que c'est un blog, quoi, alors que c'est une institution gouvernementale. Est-ce que vous qui formez des jeunes, est-ce que vous les réclamez aussi de la qualité? Oui, j'ai surenchéri avec la même réponse. C'est que les jeunes que nous on a formés, les jeunes que moi j'ai formés, avec le travail que nous on fournit, c'est un travail d'excellence parce qu'on l'utilise pour nos clients. Maintenant, si l'État n'est pas notre client, on n'est pas garant de ça. Donc le vivier, en fait, le chantier il est énorme en fait. Le chantier est énorme, donc nous on fait juste une petite partie du chantier. C'est pour ça que pour l'instant, la visibilité, déjà d'un point de vue aéroport, les titres pour vous êtes dans l'avion, vous arrivez, on vous donne un papier. Le papier qu'on vous donne, c'est même pas l'informatique, le papier qu'on vous donne. Vous voyez même pas les écritures. Vous écrivez, on les jette à côté. Donc c'est un autre problème, c'est un autre défi. Mais ce défi-là, il faut en être conscient. Et il faut y aller étape par étape. Et je suis content que vous ayez soulevé le point. Mais c'est un travail c'est un travail sur le temps en fait. On a une toute dernière question. Alors il faut dire, pour compléter, M. Kalex Mwamba le disait, ce sont les politiques. Hein. Ne nous trompons pas de personne. Les jeunes font ce qu'ils ont à faire. C'est pour ça qu'en passant par l'inclusion de la jeunesse, ça va modifier également une certaine pratique des affaires. Et on y gagnerait à mettre la jeunesse avec plus d'éthique et plus d'excellence. Et pour l'instant, vous connaissez nos pays. Moi, c'est vrai que lorsque je traverse le couloir, il y a un mois, j'étais à Brazzaville encore, je transpirais. Hein. Il y avait des papiers, des tentes de papier qui ne s'arrêtaient pas. Et on se pose la question, mais pourquoi ne pourrait-on pas faire plus simple que ça ? Juste pour répondre de manière très très précise au problème, c'est que un des jeunes que j'ai, il suffit que je lui confie ces projets-là, même de manière bénévole, en 2 jours, j'ai bien dit en 2 jours, on sort un truc propre. Permettez-moi le terme, vraiment un truc propre. C'est-à-dire une plateforme où je viens, c'est designé au niveau européen, où je peux remplir mes informations, je suis dans l'avion avec l'application, etc. On peut le faire, mais il faut qu'on nous confie ces marchés-là. Il faut que l'État ait la volonté de le faire. Mais donc c'est plus qu'une question de moyens, c'est vraiment une question de volonté politique. Et là, pour l'instant, on n'est pas là, on ne peut pas... Oui. Et donc, pour voilà, tout ce qui est site un peu bancal, où vous voyez, on a juste mis la première page, que ce soit au niveau des ministères et autres. Il faut savoir que pour moi, c'est un peu un fait exprès, c'est voulu. Vous savez bien qu'on est dans des pays où, au niveau de l'information, on ne veut pas trop donner. Plus il y a du flou, moins vous avez d'informations, et moins il y a des réactions, et etc., etc. Donc ça aussi, ça participe à la bonne gouvernance de mettre en place des nouvelles règles pour pouvoir changer la donne. Une autre question ? Oui, bonjour. Je suis moi-même informaticien, et j'avais une question. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'avantage qu'on a en fait par rapport
à la transformation numérique, du fait que de ne pas avoir un passif, un passé, notamment pour pouvoir libérer plus facilement l'évolution. Néanmoins, par rapport au problème notamment de l'Internet qu'on parlait tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on a des connexions si lentes et tout ça, je me suis posé la question, est-ce que, dans ce cas si précis, est-ce que tout justement le fait de ne pas avoir une base, c'était pas un désavantage? Pourquoi je m'explique? Parce que j'ai l'impression en fait, dans les pays subsahariens surtout, parce que c'est pas forcément le cas, je pense au Maghreb ou au Sénégal, dans la zone de l'Afrique de l'Ouest, l'Internet s'est beaucoup développé surtout grâce au mobile. Pour dire simple, il y a plus de 10 ans de ça, on avait déjà des connexions 3G, presque 4G, dans la brousse quasiment. Alors qu'ici, il y a plein de zones blanches, en France même, dans la province ou dans d'autres pays d'Europe, où l'Internet est de très mauvaise qualité, même encore aujourd'hui. Donc est-ce que le fait que l'Europe justement avait commencé Internet, pas directement sur le mobile, mais plutôt par le filaire, notamment par la ligne téléphonique et par le câble entre autres, ça a permis justement de passer après à la fibre. Donc ils ont une base sur laquelle ils ont bâti. Parce que pour les entreprises, on est bien d'accord qu'on ne peut pas tout baser, je vais dire, le volume du trafic que sur le mobile. C'est pas possible. À un moment donné, on va arriver quand même à une saturation. Donc, est-ce que dans ce cas-ci précis, justement, c'est pas un avantage justement d'avoir quand même une base? Aloïs, vous pouvez. Merci pour la question. En effet, je rejoins tout à fait ce que vous dites. C'est que l'avantage qu'on peut avoir du fait de ne pas avoir un passif industriel et des assets, ce qu'on appelle des assets, c'est-à-dire des installations et des choses, ça va être un avantage juridique. Alors, ça a été un peu paradoxal, c'est-à-dire que les vides juridiques sont un avantage parce que lorsque vous êtes dans une législation forte, ça peut être un frein à l'innovation. Par contre, là où je vous rejoins, c'est qu'en effet, lorsqu'on n'a pas les infrastructures de base, tout à l'heure on avait le monsieur qui posait la question et qui est informaticien dans les réseaux, lorsqu'on n'a pas les infrastructures de base, parce qu'on peut parler de développement mobile, etc., mais si j'ai pas les serveurs, les switches, le hardware qui me permet de supporter tout ça, ça reste du PowerPoint et c'est pas grand-chose. Donc en effet, oui, je vous rejoins. Et c'est là où l'État doit jouer son rôle d'attirer soit des investissements ou de prioriser des investissements, soit avec des opérateurs mobiles qui sont en place. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui supportent ces infrastructures-là, en Europe, ce sont les opérateurs mobiles, Orange, les autres qu'on connaît. Et on a ces mêmes opérateurs mobiles là-bas. Maintenant, il y a aussi la responsabilité de l'État qu'il ne faut pas mettre de côté et qu'il faut adresser dans ce domaine-là. Et on espère également avoir des entrepreneurs comme Gaspard, qui sont courageux, comme Calex, et qui vont tenir bon jusqu'à ce qu'on ait ces enablers nous permettant d'accélérer. Alors, moi, j'aimerais faire un tour, puisqu'on arrive à la fin. Je vois que beaucoup de gens sont intéressés. C'est de savoir, cette transformation numérique par l'inclusion de la jeunesse, quelles sont les qualités de la jeunesse africaine, ses freins ou ses difficultés? Allez, on fait le tour. Calex. Alors, quelles sont les difficultés pour appréhender cette les difficultés pour appréhender cette transformation numérique par la jeunesse, mais également leur potentialité ou leur qualité? Ok, je pense que la transformation numérique par l'inclusion de la jeunesse pour les cas d'Afrique, c'est que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que la jeunesse africaine représente à peu près plus de 70% des populations africaines, ce qui est un atout majeur dans cette accélération de transformation numérique, surtout que la plupart de ces jeunes sont nés sous l'ère de la révolution numérique. Voilà, donc ça c'est un atout majeur parce qu'ils ont ça dans le sang, dans leur ADN. Lorsque vous observez aujourd'hui un enfant de 2 ans manipuler un téléphone, le vôtre, vous êtes surpris que votre enfant maîtrise mieux votre smartphone que vous-même. Donc ça veut dire que ces enfants, cette génération naît déjà avec cet ADN numérique qui est un atout majeur et qui pourrait nous permettre de faire des sursauts économiques importants. Maintenant, les difficultés, comme on l'a dit tout à l'heure, ça reste l'accompagnement. Un accompagnement efficace, pas seulement de l'État, mais l'État qui vient en premier ressort, mais également l'accompagnement des entreprises privées
l'accompagnement de la société civile et de toutes les autres parties prenantes, notamment de la diaspora, qui prend le pari et ce courage de repartir pour construire, bâtir l'Afrique. Voilà, donc je pense que c'est essentiellement ça que je pourrais définir comme difficulté. Il faut vraiment un accompagnement efficace. Alors vite fait, Aloïs. Alors moi je suis assez d'accord avec Alex, c'est que en premier frein, en effet, il y a cette problématique qui est liée aux infrastructures et ce qui est environnant. Et il y a aussi un aspect humain, parce que, on a aussi ce slogan là chez Dassault qui dit que the only progress is human, c'est le seul vrai progrès est humain. Et je pense exactement. Et il y a un vrai enjeu en fait de réhumanisation des gens. C'est-à-dire, tout à l'heure, Gaspard parlait du fait de redonner confiance et considération aux personnes, parce que souvent on va parler justement de défauts de conscience professionnelle qu'on va retrouver parfois à Kinshasa ou dans d'autres endroits. Mais si on s'attaque à cette source-là, je pense que ça va nous aider à conscientiser et apporter justement dans la culture justement des personnes qu'on va coacher, qu'on va accompagner, justement cette conscience. Et derrière, le reste est possible. En termes de qualité, moi j'ai été frappé l'année dernière quand je suis allé à Kinshasa par la jeunesse. C'est-à-dire ce que vous dites, on le voit dès qu'on sort de l'aéroport de Ndjili, parce qu'on traverse un quartier qui est très populaire. Et là, on voit en fait, ça nous frappe. La jeunesse, il y a des jeunes partout. Ils ont tous autour de 20 ans. Et on ne voit ça nulle part en Occident en fait. Nulle part. Et rien que ça, c'est une force. C'est pour ça qu'ici, vous entendez des gens parler de grands remplacements, on a peur de se faire remplacer, parce que, mécaniquement, cette jeunesse-là, qu'on le veuille ou pas, qu'elle soit accompagnée ou pas, elle va prendre les rênes et elle va faire quelque chose. C'est une force vive. Hein. Exactement. Donc, moi, la qualité que je relève, c'est celle-ci, c'est une qualité intrinsèque. Et la deuxième que j'ai pu relever, c'est cette capacité à créer et à se débrouiller. C'est-à-dire le système D, je me suis dit, mais en fait, ces jeunes-là que je vois à Kinshasa, ils sont aussi malins, aussi intelligents que tous ces jeunes ingénieurs qui sont à la Silicon Valley en train de créer des startups ou créer Facebook, etc. Donc il faut simplement leur apporter les moyens qui vont leur permettre, les supports qui vont leur permettre de créer comme les autres des choses qui vont révolutionner leur environnement. Gaspard ? Alors, je rejoins vous parce que vous savez qu'il y a des écoles d'excellence en informatique où vous n'avez pas de niveau quoi que ce soit, mais vous êtes passionné par l'informatique et on vous prend. Oui. Voilà, et tout simplement, et on vous laisse en... L'école 42, je pensais justement. Voilà. Gaspard ? En fait, moi, si je dois conclure, ça c'est... Allez-y, faites... Ça c'est la jeunesse congolaise. En tout cas, c'est ce que j'ai découvert depuis 2013. On la froisse, c'est un billet de sang que je froisse. Elle est comme ça. Donc depuis 20 ans, avec l'ancien régime, ils ont été froissés. On leur a donné le primus, le scol. Donc c'est ambiance. Le talent est là. Le talent, il se voit par rapport à la musique. Il se voit dans différents domaines, mais on oublie que c'est incroyable. Quand vous venez en France, vous prenez des grands artistes, ils sont congolais. Il y a quelque chose. Comment un peuple peut être aussi riche? C'est fou, excusez-moi le terme, c'est fou. Dieu nous a abondamment bénis. Le sous-sol riche. Je vais au Katanga, j'étais il y a 2 semaines, riche. L'or sort ici, le cuivre sort là. Alors, quelles sont les difficultés autres? Parce qu'on ne va pas refaire. Je suis en train d'arriver. Oui. Et pourquoi, pourquoi il faut, comme Aloïs disait, conscientiser est-ce qu'il y a une défaillance au niveau de la jeunesse africaine? Et pourtant, on croirait que cette jeunesse, il y a beaucoup de vitalité, d'énergie, d'espoir, mais finalement, il y a des failles, c'est fébrile. Et pourquoi ça? Donc, je vais continuer. Sans refaire l'histoire, Sans refaire l'histoire. Donc, en fait, ces jeunesses, il faut la défroisser dans un premier temps. Avant même d'apporter le levier, oui, l'inclusion, le digital, le numérique, il faut la défroisser. C'est pour ça que je dis que la première posture à avoir, nous, en tant que diaspora, c'est pas une posture de chef de projet ou de chef, je sais tout, je suis en France, non. Première chose, c'est vraiment une posture de coach, de mentor, pour que cette personne-là vous prenne comme une référence, pour que ça puisse fonctionner. Donc ça c'est pour moi la première chose. La deuxième chose, effectivement, je l'avais dit tout à l'heure, c'est
les gouvernements, donc le ministère du numérique et le ministère de l'éducation qui doivent faire le travail, et ça, c'est pas de notre responsabilité. Et la dernière chose, effectivement, c'est nous, en tant que privé, on doit créer, parce qu'il y a plus de 70% qui sont jeunes, qui ont besoin de quoi? Qui ont besoin qu'on crée des structures. Et ça, je termine par un point, on ne doit pas venir aider, oui, on va aider. Non, on ne vient pas aider, on vient accompagner. Je répète, on ne vient pas aider, on vient accompagner. Si on accompagne ces jeunes-là, come on, dans 5 ans, Voilà. 10 ans, la RDC a toute sa place. Merci. Voilà. Alors, vous aurez compris, on arrive à la fin. On vous remercie d'avoir été aussi On peut attentifs. applaudir, hein, on peut applaudir. On vous remercie d'avoir été aussi attentifs. Vous comprendrez bien que la transformation numérique par l'inclusion de la jeunesse passe également par les différents acteurs économiques, mais également une sorte de... Il faut des grands frères de la diaspora également pour pouvoir booster l'estime de soi au niveau de la diaspora, et c'est là que ça va se transformer en révolution numérique pour tout ce qui est réduction de la pauvreté, et également booster l'économie et dynamiser l'économie numérique et l'économie de l'Afrique tout simplement, avec l'éthique comme l'économie verte. Merci. Voilà, c'était Madame Olga Diga, qui est journaliste et qui avait comme invité, je pense que vous pouvez regagner vos places. Merci beaucoup. Sous vos applaudissements. On va passer directement à la prochaine table ronde, mais bien avant de passer à la prochaine